J'ai fini par comprendre, après beaucoup d'années ici en Israël, que si vous n'êtes pas violent, si vous n'êtes pas agressif, vous n'obtenez absolument rien. Yosham Ishav, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. Souvent, lors de ce que nous discutons ensemble, eh bien, nous évoquons souvent la période qui avait précédé l'assassinat d'Yitzhak Rabin, cette période d'incitation de la part de différents responsables à l'époque israéliens. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que, au vu de ce que on peut voir actuellement depuis une dizaine de jours, de la protestation populaire, de ces manifestations qui se développent à Jérusalem et à Tel Aviv essentiellement, en particulier à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre, est-ce que vous avez le sentiment de vous retrouver dans ce même type d'ambiance qu'avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin, Zichrono Livracha? Daniel, sincèrement, je ne sais pas si on veut comparer le vol d'un moustique au bombardement au canon de 2 mètres de diamètre. Et on peut faire tout ce qu'on veut si on veut comparer les choses qui ne peuvent pas être comparées. Il n'y a évidemment pour le moment qu'une protestation tout à fait légitime qui effectivement a pris un tour un peu plus énergique, je dirais, de temps à autre. On peut le regretter. Je suis pas sûr de le regretter, moi, Daniel, parce que les manifestations de la gauche dans ce pays ont toujours été extrêmement délicates et végétariennes, et comme ça, on pèse chaque mot, etc. À droite, les manifestations ont été comme des manifestations doivent être. Et comme la société israélienne est malheureusement une société très violente, qui ne respecte en fait que la force, vous avez l'exemple le plus criant, c'est maintenant, ça fait 3 semaines que les travailleurs sociaux sont en grève. Les travailleurs sociaux, Daniel, vous le savez comme moi, ce sont des gens qui tous les jours, pour un salaire dérisoire, vont aider les plus pauvres et les plus marginaux de la société. Ils savent, en faisant leurs études et en entrant dans la profession, qu'ils vont pas s'enrichir là-dedans, mais ils sentent une mission, ils sentent une vocation. Alors, au lieu d'être respectés par le gouvernement, par le ministère des Finances pour ce qu'ils font, ils sont complètement méprisés puisqu'ils n'ont aucune force, en fait. Donc, ça fait à peu près 3 semaines qu'ils sont en grève. Vous voyez comme moi que ça ne préoccupe personne. La société israélienne est devenue une sorte de jungle, Daniel. Et dans la jungle, pour se faire entendre, il faut parfois être violent. Moi, j'ai condamné ça depuis toujours, mais j'avoue changer d'avis dans les dernières années parce que je vois que dans ce pays, seule la violence paye. Alors, je veux dire, parce que je dis cela parce que tout à l'heure, parce que ces derniers jours, eh bien, il y a eu des déclarations qui sont qui ont été extrêmement virulentes. On se souvient, il y a une dizaine de jours, des déclarations d'Asaf Amdourski, qui est un chanteur israélien célèbre, qui a appelé la population à monter sur la rue Balfour, à prendre la rue Balfour comme on prenait la Bastille. Il y en a qui ont comparé Sarah Netanyahou à Marie-Antoinette, qui a, vous le savez, terminé pas mal décapité. C'est-à-dire, là aussi, il y a de la violence qui est bien entendu pour l'instant verbale. Il faut espérer qu'elle le restera. Mais cette violence, elle s'exprime aussi, et on le voit que finalement, lorsqu'il s'agit de sujets qui préoccupent la gauche israélienne, eh bien, elle aussi, elle sait être violente. Elle a commencé à savoir l'être. Je l'aurais déploré il y a 1 an ou 2. Je ne le déplore plus aujourd'hui. Je le répète, Daniel, et je dis les choses avec tristesse. Mais j'ai fini par comprendre, après beaucoup d'années ici en Israël, que si vous n'êtes pas violent, si vous n'êtes pas agressif, vous n'obtenez absolument rien. Et donc la gauche qui n'a pas su jouer avec ses codes, avec ses règles du jeu jusqu'à ces derniers temps, n'est arrivée à rien. Et aujourd'hui, écoutez, il faut aussi quand même raison garder. Il n'y a évidemment aucune menace sur la vie de Benjamin Netanyahou. Si on veut se reprojeter le film de ce qui s'est passé... c'est ce qu'on disait aussi à l'époque à propos de Yitzhak Rabin, on disait la même chose. Non, certainement pas. Daniel, je peux vous donner
des dizaines de déclarations de chefs du Shabak, par exemple, des services de sécurité intérieure, disant que la vie du Premier ministre est en danger. 2 semaines avant l'assassinat, ils sont allés le voir en lui demandant fermement de porter un gilet pare-balles. Il a refusé. Il a dit je me suis mis en danger sur le champ de bataille, mais au sein de mon propre peuple, je ne suis pas en danger. C'était deux semaines seulement avant l'assassinat. Le Shabak est venu, il lui a presque imposé, mais vous pouvez rien imposer évidemment au Premier ministre, mais il lui a dit vous devez mettre un gilet pare-balles, les menaces sont claires et nettes sur votre vie et sur votre sécurité personnelle. On est très loin de là. Je comprends que la famille Netanyahou veuille jouer un petit peu, d'abord faire oublier le rôle que Benjamin Netanyahou lui-même a eu dans cette période sombre avant l'assassinat de Rabin, et pour laquelle il n'a jamais eu de compte à rendre. Et je comprends que la famille Netanyahou, évidemment, et ses soutiens politiques et médiatiques veuillent jouer maintenant les martyrs. Mais vous savez, comparer Sarah Netanyahou à Marie-Antoinette, ça ne veut pas dire qu'elle aura la même fin que Marie-Antoinette. C'est un comportement. Lorsque on voit la manière dont la famille Netanyahou vit aux frais de l'État et fait basculer toutes ses dépenses privées, y compris pour la raison du 35 de la rue Hazar à Jérusalem et pour la villa de Césarée, sur votre compte et sur le mien, Daniel. Si vous pensez que c'est comme ça qu'un Premier ministre et sa famille doivent se comporter, c'est tout à fait légitime de le penser. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Et j'ai en mémoire des gens comme Yigal Allon. Il y a une lettre d'Yigal Allon qui a été publiée, une lettre de Golda Meir aussi d'ailleurs, qui vient d'être publiée dans les journaux, qui sont maintenus dans leur fonds d'archives aux archives de l'État, où ils écrivent à la commission des finances qu'ils ont reçu X livres, ça s'appelait des livres israéliennes à l'époque, des sommes ridicules, mais que c'est une dépense privée et il faut donc les enlever de leur salaire. Alors c'était une autre époque, là aussi. Voilà, je comprends, je suis pas naïf. Non, je suis pas naïf, Daniel, bien sûr. On est en 2020, c'est une autre époque. Je pense que le Premier ministre, quel qu'il soit, doit avoir de bonnes conditions salariales et de maintenance à la maison pour avoir la tête tranquille pour diriger les affaires. À Kol Beseder. Mais même au sein des partisans de Benjamin Netanyahou, Daniel, il faut pas être non plus catholique que le pape. J'entends, moi, autour de moi, des gens qui votent et qui voteront encore pour Benjamin Netanyahou, mais qui ont quelque chose à dire sur son comportement personnel. Vous ne pouvez pas, si vous pouvez, vous êtes Premier ministre, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que publiquement, en pleine crise du corona, quand des centaines et des milliers de petits indépendants se demandent qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, vous pouvez pas aller maintenant à la Knesset demander 1 million de shekels d'arriérés, même si vous y avez droit, Daniel. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même l'a reconnu. Je pense pas qu'il l'ait reconnu spontanément. Je pense simplement que ses conseillers médiatiques lui ont dit, tu sais, Bibi, ça fait beaucoup de vagues quand même, c'était un peu trop. Viens, dis-leur que tu regrettes que c'était pas le bon moment pour le faire, comme ça ils seront tranquilles. Je pense pas que ce soit devenu spontanément. Mais cette démarche-là, ça c'est Marie-Antoinette, vous voyez. La maison brûle, et moi je m'occupe de mes arriérés d'impôts, alors que je suis moi-même multimillionnaire et je détiens 2 maisons à Jérusalem et une villa qui vaut 6 ou 7 millions de dollars à Césarée, mais il m'en faut quand même en plus, alors que vous tous, vous demandez comment vous vivrez la semaine prochaine. C'est Marie-Antoinette. D'accord. Alors, je comprends ce que vous dites et on peut accepter ce que vous dites. Ce que je voulais venir, parce que effectivement, on va pas rester toute cette discussion sur la comparaison entre la période avant l'assassinat de Rabin et cette période actuelle, mais sur les manifestations aujourd'hui. Ces manifestations, on a le sentiment il y a parmi les gens qui manifestent, il y a des gens qui manifestent légitimement, qui disent qu'ils viennent ici pour crier leur colère, leur détresse sociale face à Benjamin Netanyahou, même si parfois certains d'entre eux effectivement ont voté pour lui et voteront pour lui et peut-être voteront pour lui. Mais il y a à côté de cela, il y a ces incontournables des manifestations israéliennes de ces dernières années, ceux qui brandissent par exemple cette pancarte, ce panneau, cette banderole où il y a écrit Crime Minister, excusez-moi de le dire, mais on a le sentiment que parfois, ces gens-là sont manipulés, sont orchestrés par des gens qui veulent depuis longtemps voir Benjamin Netanyahou destitué, qui n'ont pas réussi à le destituer par le biais des voix, des urnes, et qui essayent de le destituer par le biais de la justice ou par d'autres biais.
Daniel, crime minister pour prime minister, c'est un jeu de mots qu'on peut trouver plus réussi ou moins réussi. Moi non plus, ça m'enflamme pas d'enthousiasme, mais je pense que de là à avoir... Il y a des gens qui m'ont dit... Oui. Dans les manifestations, ils m'ont dit, lorsqu'ils voient cette pancarte, cette banderole crime ministère, ils s'en vont. Parce qu'ils savent que c'est une manipulation d'organisations qui veulent absolument destituer Benjamin Netanyahu, qui depuis bien avant le coronavirus, bien avant la crise économique, eh bien, voulaient déjà se débarrasser de Netanyahu par tous les moyens. Non, mais encore une fois... qui voudraient crier leur colère et qui ne peuvent pas le faire de manière... Parce qu'ils ne peuvent pas être récupérés par des mouvements, on va dire, d'extrême gauche, d'anarchistes... Écoutez, Daniel, je suis un vieux manifestant aguerri. J'en ai fait des centaines, et peut-être encore plus dans ce pays, des manifestations. Et chaque fois, vous avez toujours, dans une foule de milliers de personnes, certainement quand on est quelques dizaines de milliers, quand c'était les grandes manifestations à Tel Aviv, mais même les manifestations plus réduites, quelques milliers de personnes, et même quelques centaines de personnes, vous avez toujours, statistiquement, quelqu'un qui dira ou fera quelque chose qui vous dérangera. Et je pense que quitter la manifestation parce qu'il y a ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui dit une connerie, si vous me passez l'expression, ou qui fait un jeu de mots pas réussi, ou qui même agite une pancarte qui vous déplaît, ça n'a pas de sens. Vous savez, encore une fois, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette délicatesse d'âme comme ça qui a perdu en fait la gauche israélienne. C'est un comportement qui peut correspondre à un comportement européen. C'est comme ça qu'on peut manifester à Londres, à Bruxelles. On peut pas manifester comme ça ici. Moi, j'ai jamais vu un manifestant de droite quitter une manifestation de la droite quand un orateur, pas un manifestant isolé, un orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dûment mandaté par les partis de droite pour parler à cette foule, à cette manifestation, quand il accuse la moitié de ce pays d'être des traîtres à la patrie et d'être vendus au Hamas, et qui dit que c'est Amalek et des Bogdim, des traîtres, et que Daesh voudrait qu'il gagne les élections. Tout ça a été dit, Daniel, du haut d'une tribune, par des ministres, et par le premier d'entre eux aussi d'ailleurs, qui a défini quiconque s'oppose à sa politique comme antisioniste, c'est-à-dire un mauvais patriote, un mauvais juif à la limite d'ailleurs, il nous a dit ça aussi, vous avez oublié ce que c'est d'être juif. Alors tout ça, ça va, il n'y a aucun manifestant de droite qui quitte la moindre manifestation quand des énormités et trucs impossibles à entendre comme ceux-là sont proférés par des autorités, je le répète, par des ministres et par le premier d'entre eux. Alors si un manifestant de gauche veut quitter une manifestation parce qu'il y a une pancarte qui lui plaît pas, c'est tout à fait son droit, bien entendu, mais je trouve ça ridicule, ça n'a aucun sens, c'est pas comme ça qu'on mène un combat politique. Je le répète, à Oxford oui, à Jérusalem non. Alors, je voudrais vous poser une question qui est liée aussi à ces manifestations. On est dans une période tout à fait particulière de coronavirus. D'un côté, par exemple, on s'offusque dès qu'il y a un rassemblement, par exemple un mariage d'orthodoxes où il y a plusieurs centaines de personnes. Et d'un autre côté, eh bien, il y a ces dernières semaines donc plusieurs manifestations qui se sont organisées. Alors, bien entendu, le droit à la liberté d'expression et à la manifestation, qui est un droit élémentaire de la démocratie, est respecté, mais ça risque de se faire sur le compte de la propagation du virus, puisque il est clair que l'on peut pas, c'est-à-dire si déjà bien on interdit les rassemblements de 50 personnes, comment peut-on tolérer des manifestations avec des milliers de personnes ? Non, mais vous avez raison là-dessus. Je pense que les règles sont claires, elles doivent être appliquées pour tout le monde. Le problème dans ce pays... Est-ce que finalement, on ne peut pas, dans la conjoncture actuelle, mettre une sorte de limite à des manifestations, que ces manifestations soient extrêmement limitées, qu'il y ait véritablement un respect de la distanciation sociale, mais s'il n'y a pas, eh bien, il faut absolument disperser la manifestation et ne pas la maintenir. Non, mais là, je suis assez d'accord avec vous. Il y a des règles bien précises que la police doit faire exécuter, même appliquer, pardon. Même rue Balfour, d'ailleurs. Il y a moyen de faire en sorte que les manifestants se tiennent à 2 mètres l'un de l'autre et qu'ils aient tous des masques. Et s'il y a un citoyen quelconque, qui soit orthodoxe, manifestant, de gauche ou entre nous, d'ailleurs, Daniel, on n'a pas le temps vraiment de revenir là-dessus, mais ce ne sont pas des manifestations de gauche non plus. Vous avez vu, comme moi, en interview des gens, il y a
a un maximum de gens qui sont ou bien apolitiques ou bien même des soutiens de Netanyahou. Et je ne dis pas des anciens soutiens parce que je pense qu'ils continueront à le soutenir. Ils sont fâchés sur lui, mais ça ne remettra pas en question leur engagement politique. En ça aussi, c'est un peu facile de cataloguer ça comme des manifestations de gauche. Mais de toute façon, les règles valent pour tout le monde. Si vous êtes orthodoxe, si vous êtes membre d'un kibbutz, si vous êtes, je sais pas, enfin, qui que vous soyez, vous êtes soumis à ces règles. Mais ça aussi, Daniel, à part la violence endémique de notre société, il y a un deuxième énorme problème en Israël, c'est l'absence complète d'autorité. C'est un pays où chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune autorité qui s'impose aux gens. Vous savez, en France, quand je suis en France, je vois un policier qui patrouille là en rue. J'ai pas envie de me frotter à lui. J'ai pas envie. Ils inspirent une sorte d'autorité. Vous n'avez pas envie d'aller au contact avec lui. Il va vous demander quelque chose éventuellement. Vous allez faire exactement ce qu'il vous dit. Vous allez passer votre chemin. Ici, vous savez comme moi, Daniel, vous êtes un vatique, comme on dit, un ancien. Vous êtes pas. On est tous là depuis longtemps. C'est un pays où règne une sorte d'anarchie. Et regardez, il y a toutes ces manifestations de chanteurs qu'on a vu à Tel Aviv qui fêtent la bar mitzvah de leur gamine, la bat mitzvah de leur gamine, ou l'anniversaire de leur conjointe, ou je sais pas quoi. On a vu des tas de trucs comme ça, Omer Adam et d'autres chanteurs très populaires. Ça se fait au mépris complet des règles. Ça se fait sur un toit à Tel Aviv. Il y a 200-300 personnes agglutinées l'un à l'autre sans masque. Il y a des films qui circulent en ligne, etc. Vous avez des députés là-dedans. Vous avez Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem et député aujourd'hui, qui était là à la manifestation. Vous avez un ancien commandant de la police de Tel Aviv qui est là à cette messiba, à cette fête-là. Et personne ne bronche. Et c'est comme ça, la police est appelée par les voisins qui sont excédés par le bruit et qui se rendent compte qu'il y a un danger de santé aussi. La police vient, elle regarde et bon, alors maintenant vous remettez bien vos masques, hein, allez, nous on s'en va. C'est l'anarchie dans ce pays, Daniel. C'est la violence à tous les coins de rue. C'est une société très violente et de l'autre côté, c'est une société où il n'y a en fait aucune autorité qui s'impose aux citoyens. Et en période de crise comme aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et moi, je suis pour la poigne, dans ce cas-là, en tout cas, je suis pour la manière forte. Je suis pour le rétablissement, la fermeture de quartiers, quels qu'ils soient, qui sont nettement contaminés. Je suis pour des amendes très fortes, peut-être même pour des peines de prison, il s'agit quand même de menacer la santé publique. Et tout ça, ça ne se fait pas parce que les politiciens ont peur, évidemment. Il y aura des élections à un moment ou à un autre. Ils ont peur de se frotter au peuple. Mais moi, en tant que pas représentant du peuple, je suis un 9 millionième du peuple israélien. Je dis oui, sévissez, réprimez et punissez tous ceux qui doivent l'être, de gauche, de droite, d'en haut et d'en bas. Eh bien, Yoshua Mishav, merci beaucoup. En tout cas, on voit que vous restez tout de même extrêmement engagé et c'est le principal d'une certaine manière. Ça prouve votre amour pour l'État d'Israël et la terre d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Et bonne journée, bonne santé. À bientôt. Merci à vous aussi. À bientôt.